Tango, la volonté, celle de diversifier les partenariats, est-elle suffisante pour justifier la démarche congolaise aujourd'hui avec ce dossier de candidature, d'adhésion au BRICS qui sera soumis officiellement au bloc en question? Vous avez suivi entre autres la volonté affichée par Brazzaville. Brazzaville qui compte notamment, je le disais, diversifier ses partenaires, mais qui compte également sur cette adhésion pour une transformation économique complète de son tissu économique. Du moins, doit-on se limiter à cet aspect de diversification des partenariats pour justifier justement cette démarche, ou alors avez-vous d'autres raisons qui peuvent expliquer? Je pense qu'il y a plusieurs critères aujourd'hui qui peuvent expliquer l'adhésion ou alors les conditionnalités d'adhésion au BRICS, compte tenu, n'est-ce pas, de la philosophie et de l'idéologie que cet ensemble, ce bloc d'ensemble entend, n'est-ce pas, implémenter dans le concert des nations. Oui. Et il y a d'abord des raisons, n'est-ce pas, souverainistes, c'est-à-dire des raisons de liberté, d'indépendance, comme le Congo l'a si bien brandi, c'est-à-dire la capacité de diversifier son partenariat, parce qu'aujourd'hui, on voit que les BRICS donnent l'opportunité à certains États africains d'implémenter ce paradigme-là qui leur a été, pendant plusieurs années, refusé par ce qu'on a appelé les partenaires classiques privilégiés. Vous savez qu'au sortir des indépendances, ces pays occidentaux ont imposé aux États africains des partenariats liés, des partenariats bâclés, des partenariats qui ne donnaient pas l'opportunité et la licéité aux États africains de voir avec d'autres partenaires dans le concert des nations. Or, nous savons qu'en réalité, dans les relations internationales, ce qui doit caractériser les États, c'est bel et bien la liberté d'un État de faire avec n'importe quel autre État sur la scène internationale dans le but de capitaliser son intérêt. Donc, il y a cette raison, justement, de la diversification des partenariats qui vient également mettre en lumière la capacité du Congo à vouloir s'affranchir du joug colonial. Donc, il y a également, à côté de la diversification des partenariats, les raisons économiques. Nous savons qu'aujourd'hui, les pays africains, dans leur grand ensemble, ont, n'est-ce pas ici, obligation de faire avec des blocs nouveaux, ou du moins des grands ensembles, des blocs promoteurs, des blocs qui, n'est-ce pas ici, augurent des lendemains meilleurs. Et aujourd'hui, on voit que lorsqu'on fait l'analyse géoéconomique des relations internationales, on constate bel et bien que les BRICS, à eux seuls, représentent près de 34% du produit intérieur brut. Cette façon de faire n'est pas économiquement neutre. Cette façon de faire démontre qu'aujourd'hui, pour se développer, pour être dans la dynamique, n'est-ce pas, du développement, il faut automatiquement faire avec cet grand ensemble, ce bloc-là, comme étant partenaire. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous voyez les pays qui sont admis dans ce grand ensemble, leur adhésion n'est pas au hasard. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de dire que le Congo a déposé sa candidature et que cette candidature sera acceptée. Il y aura une sorte d'analyse. Il y a des conditionnalités. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de moyens de la politique, parce que nous savons qu'il y a des agrégats qui entrent, parfois économiques, parfois économique qui entre en considération. Et quand on revient sur le dossier de candidature en lui-même, on constate que le Congo-Brazzaville a connu ces dernières années une transformation économique notable, légitimant ainsi donc son ambition de rejoindre le bloc des BRICS face à une dette publique qui dépassait 100% du PIB. Le pays a mis en place un vaste programme de restructuration ramenant le ratio de dette PIB à environ 60%. En 2023, cette gestion rigoureuse a permis de libérer des ressources pour financer des investissements dans les secteurs énergétiques, renforçant ainsi la stabilité financière du pays. Alors, le dossier porté par le président Denis Sassou Nguesso en personne donne-t-il un peu plus de poids
à cette candidature, Dr Sango? Oui, je pense qu'il y a deux éléments qui peuvent donner la chance au Congo d'être, n'est-ce pas, ici, accepté dans ce grand bloc. Oui. Il y a d'abord cette transformation économique telle que vous venez de décrire, mais il y a aussi et surtout le volontarisme politique qui anime, n'est-ce pas, ce pays-là, qui veut aujourd'hui, en réalité, faire avec d'autres partenaires différents, des partenaires classiques. Mais il y a également d'autres agrégats qui peuvent être géostratégiques oui. et même géopolitiques. Vous allez vous rendre compte que les pays qui sont aujourd'hui acceptés dans les BRICS ne le sont pas au hasard. Lorsque vous prenez par exemple les pays comme les Émirats arabes, vous prenez par exemple les pays comme l'Arabie Saoudite, vous prenez par exemple les pays comme l'Iran, oui. Vous comprenez qu'en réalité qu'au-delà, n'est-ce pas, des agrégats économiques, il y a aussi et surtout l'aspect géostratégique. Parce que ces pays que je viens de vous citer là sont des pays producteurs de pétrole. Oui. Or, vous savez ce que représente le pétrole aujourd'hui dans la galaxie géopolitique mondiale. Donc, en réalité, les BRICS entendent surfer sur des opportunités qui peuvent permettre, n'est-ce pas, d'accélérer, n'est-ce pas, la chute de ce monde unipolaire qui est aujourd'hui porté par les États-Unis et le bloc occidental. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Si les BRICS veulent rectifier la façon dont fonctionne le monde aujourd'hui, il est bel et bien utile pour eux de surfer sur des éléments par lesquels ce bloc ou alors cette unipolarité a longtemps utilisé, surfer pour se maintenir. Or, quels sont les éléments sur lesquels les pays occidentaux, l'unipolarité a utilisé pour se maintenir? C'est bel et bien l'élément économique, l'élément monétaire, l'élément, n'est-ce pas, géoéconomique. Lorsque vous prenez par exemple l'élément, par exemple, économique, le pétrole, par exemple, vous allez vous rendre compte que tous ces États occidentaux ont, à un certain moment donné, captivé tous ces États producteurs de pétrole. Vous connaissez les crises qui sont partout dans le monde, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Afrique. Partout où il y a des zones de crise, c'est des zones, n'est-ce pas, géologiquement riches. Et cette façon de faire démontre tout simplement qu'en réalité, les États occidentaux ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas la paix, mais justement parce qu'à un certain moment donné, ils veulent utiliser cet indice-là qui va leur permettre d'être puissants sur le plan international. Il y a également l'indice monétaire à travers la dollarisation de l'économie mondiale. Vous savez que c'est un indicateur économique qui a permis, n'est-ce pas, aux États-Unis, qui est aujourd'hui la figure de proue de cette unipolarité, de se maintenir sur le plan international comme puissance. Donc aujourd'hui, les BRICS entendent donc surfer sur cet élément à travers la dédollarisation de l'économie mondiale pour fragiliser et exposer une fois de plus aux yeux du monde l'impuissance entre guillemets de la superpuissance. Oui. Il y a également les positions géopolitiques et géostratégiques. Lorsque vous voyez par exemple l'Égypte qui a reçu l'adhésion aujourd'hui des BRICS, oui. C'est justement à cause de sa... des BRICS. Absolument. C'est justement à cause non seulement de son caractère pétrolier, mais aussi et surtout de sa position géostratégique qui le positionne, n'est-ce pas, ici, dans une sorte de mitoyenneté entre le monde arabe. Proche-Orient et le monde subsaharien. Donc, en réalité, aujourd'hui, les BRICS représentent l'espoir du monde. Les BRICS, aujourd'hui, se positionnent comme étant l'instrument qui veut acter la désoccidentalisation du monde. C'est pourquoi les États africains auraient de la chance, de l'opportunité de travailler et de faire avec cet grand ensemble comme partenaire, parce que lorsqu'on voit l'idéologie qui est portée dans cet grand ensemble, ce n'est pas une idéologie impérialiste, ce n'est pas une idéologie colonialiste, c'est une idéologie qui vise à promouvoir les grands équilibres, les grands ensembles, c'est-à-dire la respectabilité sur le plan international et l'opportunité donnée à tous les États de décoller aussi économiquement. Donc c'est des partenariats gagnant-gagnant, c'est des partenariats, n'est-ce pas ici, respectueux, ce ne sont pas des partenariats déséquilibrés qu'on a longtemps vécu dans les États africains avec leurs partenaires classiques occidentaux. Merci à vous, Dr Sango. Progrès économique récent
perspectives économiques et environnementales prometteuses, volontarisme politique. Henriette Tangana, j'ai presque envie de dire que tous les voyants sont au vert pour que le Congo-Brazzaville adhère aux BRICS. Mais il y a un hic. Aujourd'hui, que va-t-il se passer avec le franc CFA? Puisqu'il y a également cet aspect monétaire qu'il ne faut pas perdre de vue. Et quand vous regardez la configuration actuelle, la constitution actuelle même du bloc, avec notamment les nouveaux adhérents, vous vous rendrez compte que chacun a sa monnaie. Et cela facilite des échanges commerciaux entre tous les pays membres des BRICS. Quand nous avons un pays toujours assujetti par le franc CFA, que peut-il exactement se passer? N'est-ce pas là, je veux dire, peut-être un frein à ce dossier de candidature en question, Henri? Oui, en effet, c'est un frein. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous n'avez pas votre propre monnaie, et c'est même pas le fait qu'on n'ait pas sa propre monnaie, quand vous n'avez pas votre propre monnaie, vous n'êtes pas souverain. Et si vous n'êtes pas souverain, comment voulez-vous, en toute souveraineté, adhérer à un bloc? Pour adhérer à un bloc, vous devez donc demander à votre suzerain, pour faire simple, à votre roi. Puisque vous n'êtes pas souverain, c'est-à-dire quelqu'un qui assure votre souveraineté. Si quelqu'un assure votre souveraineté, vous devez lui demander la permission de faire quelque chose. Le cas de ces pays, notamment les pays sous franc CFA, c'est qu'il y a une souveraineté monétaire qui conditionne nos actions. Je vais expliquer pour que les gens comprennent. Quand vous êtes en zone CFA et que vous dites que vous voulez acheter une machine pour produire, une machine agricole pour produire mécaniquement quelques hectares au Cameroun. Vous allez dans n'importe quel pays où vous voulez, vous dites je vais acheter. Mais comme le franc CFA n'est pas une devise, une monnaie, n'existe pas dans les marchés internationaux, donc n'est pas soumis à transaction. Celui que vous allez voir pour acheter cette moissonneuse sémeuse, ben lui, quand il n'utilise pas ce machin-là, va donc vous demander de lui apporter des devises. Et vous serez donc obligé de passer par le Trésor français pour dire à papa la France, et voilà, moi je vais acheter ça. Est-ce que vous voulez bien me transformer cet argent? Papa la France vous dit, pourquoi vous voulez ça? Parce qu'il vous demande. Vous lui dites, c'est parce que je vais acheter une moissonneuse sémeuse. Papa la France vous dit, ah, ok, ça m'arrange. Ou alors, mais moi j'ai un fabricant de moissonneuses semeuses ici en France, pourquoi tu ne viens pas acheter chez lui? Parce que là, moi, je perds les marchés. Il te dit, bah, d'abord, tu n'as pas à discuter. Tu ne peux pas aller acheter là-bas si moi, je n'ai pas donné l'autorisation. Voilà ce qu'on appelle la souveraineté. Comment vous faites alors pour aller acheter en Russie si vous n'avez pas la souveraineté? Donc, vous avez raison, le franc CFA est un frein. C'est pour ça que j'ai voulu prendre un exemple terre à terre, pour que nos téléspectateurs, à qui on doit des explications, comprennent. Oui. Ne leur disent pas seulement devise, machin, comment qu'ils comprennent matériellement ce que ça veut dire. Oui. Le franc CFA est un frein, Henri, cette souveraineté monétaire que le Congo n'a pas aujourd'hui. Mais que faisons-nous des arguments qui sont avancés et qui, d'une façon ou d'une autre, solidifient encore un peu plus le dossier de candidature de Brazzaville? Récents progrès économiques, perspectives économiques et environnementales prometteuses jusqu'ici, volontarisme politique, le dossier accompagné et soumis en personne par le président Denis Sassou Nguesso. Que faisons-nous de ces éléments? C'est un des éléments. C'est en réalité, quand on fait une analyse, il y a plusieurs éléments. Ça fait partie des éléments. Il y a des éléments négatifs, comme le franc CFA. Il y a des éléments positifs. Pour conclure sur le franc CFA, il faut quand même savoir que l'obligation de déposer 100% n'existe plus. Donc l'obligation de déposer est maintenant de 50%. Donc on a encore la possibilité de garder 50%. Le Papa la France nous accorde ça. Donc il y a donc d'autres éléments. Et parmi les autres éléments, ce sont les éléments que vous évoquez. Dont un élément fondamental, vous oubliez que le Congo est un pays riche en sous-sol. Donc, il a besoin de partenaires qui viennent investir dans son pays. Et qui a donc besoin de partenaires multilatéraux, bilatéraux, tout ce que vous voulez. Et il n'y a pas de raison qu'ils ne soient soumis qu'au partenariat français. Et là,
interviennent les autres arguments que le Congo met en avant. L'assainissement de ses finances. Pourquoi? Parce que dans une organisation comme ça, il y aura du commerce. Il ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas de relation entre pays sans qu'il y ait de commerce. C'est moi qui vous dis souvent d'ailleurs ici qu'il n'y a pas de géopolitique sans relation économique et financière. Et si vous voulez comprendre la géopolitique, allez vous former en finance, en matière économique. Si vous ne comprenez pas, vous avez du mal à comprendre beaucoup d'aspects. Donc, il y a ces aspects-là. Il y a aussi des aspects purement géostratégiques, purement géographiques. Le Congo est là en pleine Afrique centrale. Et il y a, comme j'avais expliqué pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, qu'il y a une tentative, il y a une lutte contre un nouveau ordre mondial. Parce que il y a cette notion de nouvel ordre mondial, il faut bien l'expliquer. Et il y a un nouvel ordre mondial qu'on veut nous imposer. Et il y a un autre nouvel ordre mondial que les gens essaient de créer. Donc le mot nouvel ordre mondial revêt plusieurs significations. Je vais être concret. Quand Sarkozy dit « nous allons vers un nouvel ordre mondial et vous n'y pourrez rien », c'est Sarkozy qui le dit. Il ne parle pas du même ordre mondial que celui des BRICS. Parce que parfois on retrouve ça dans la presse, mais les gens ne comprennent pas. C'est le même mot, mais ils ne parlent pas de la même chose. Donc, dans la démarche d'empêcher qu'un seul pays comme les États-Unis dicte ses lois à tout le monde, je vais vous citer Henry Kissinger, qui disait « Il est mauvais d'être l'ennemi des États-Unis, mais il est pire d'être leur ami. » C'est-à-dire que quand tu es l'ami des États-Unis, ça veut dire que tu es soumis aux États-Unis. Et il le dit, leur politique étrangère, c'est ça qu'il appelle le Big Stick Policy. C'est-à-dire la politique du bâton. Je parle gentiment avec vous, mais vous n'avez pas le choix. Si vous ne faites pas ce que, je veux dire, je frappe dedans. C'est ça qu'ils appellent Big Stick Policy, la politique du gros bâton. Quand un Américain vient te voir, il parle gentiment. Mais ça ne veut rien dire. Soit tu fais ce qu'il te dit gentiment, soit tu ne le fais pas et il te frappe. Et il te frappe, c'est ça qu'on appelle, il s'écrit partout, je n'invente rien. Donc, que vous soyez amis des États-Unis ou ennemis, c'est la même chose. Vous comprenez donc qu'ils imposent alors un ordre mondial à tout le monde. Par exemple, ils vous disent aujourd'hui que des hommes doivent se marier entre eux. Mais est-ce qu'ils vous ont demandé, M. Nguyen, dans votre culture, ce que vous en pensez? C'est-à-dire que vous, ils s'en foutent de ce que vous pensez. Ils s'en foutent de ce qu'un Bantou pense, un Peul, un Naoussa, ils s'en foutent. Ça, c'est soir. Ils vous disent, eux, deux hommes doivent se marier et vous devez accepter ça comme une réalité normale. Ils vous imposent ça. C'est ça qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. D'ailleurs, M. Macron avait dit d'ailleurs que l'avènement de la bête est là. Voilà. Donc, il y a une lutte pour que ce nouvel ordre mondial qu'on voulait nous imposer soit remplacé par un autre ordre mondial. Et dans celui il y a des positionnements géostratégiques, il est toujours bien qu'un pays comme le Congo appartienne à ce bloc des BRICS. Donc, il y a cette raison aussi. Et comme j'ai expliqué, ce qui se passe en Russie, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Et je l'avais expliqué sur ce plateau, ce qu'il va se passer, c'est que les pays d'Afrique, soit vont basculer vers le camp otanien, et ils iront faire la guerre, on va vous imposer la guerre comme on nous l'a imposé. À la Première Guerre mondiale, on vient vous prendre de force, on vous met, vous servez de chair à canon. Et dès que vous avez fini de servir de chair à canon, on vous dit que vous n'avez pas le droit de défiler aux Champs-Élysées. Vous n'avez pas le droit de défiler aux États-Unis parce que les femmes blanches, je cite De Gaulle, hein, c'est De Gaulle qui ne veut pas que des femmes blanches prennent des noirs pour des héros. Il a déshabillé les soldats africains, il a habillé les blancs. Ça s'est passé aux Champs-Élysées. Alors qu'on a servi de chair à canon. Moi, je cite les références et je n'invente rien. Donc, si soit vous bloquez, soit les pays africains basculent de l'autre côté, ils seront de la chair à canon,
ils seront des réservoirs de matières premières, ce qu'ils sont depuis des siècles. Et on se bat pour ne plus être ça. Pour ne plus être que ça. C'est de ça qu'il s'agit dans l'adhésion au BRICS. Donc il est important que des pays comme le Congo adhèrent au BRICS. Et l'un des plus gros critères, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'économie. C'est qu'il y a une véritable volonté politique de rupture avec ce qu'on appelle mental slavery. Quand j'avais 15 ans, j'avais écouté une chanson de Bob Marley qui disait "Emancipate yourself from mental slavery because none but ourselves can free our mind." Le titre de la chanson, c'est Redemption Song. J'avais 15 ans, j'étais là, épaté par ces jolies phrases. Quittons nos mentalités d'esclaves. Et vous pouvez voir vous-même en Afrique le nombre d'esclaves convaincus. Oui, ils sont convaincus que cette position d'esclave est bonne. Il y en a même qui viennent te dire l'offense, ce n'est pas un problème. Si tu dis ça, ça veut dire quoi? C'est que tu ne comprends rien à l'économie ou à la politique et tout ça, et tu es chef d'État. Il y en a qui disent quoi? Non. Tout est n'importe quoi, je sors par là, parce que je pense que mon ami Talo a beaucoup de choses à dire aussi. Voilà, justement, ça tombe bien.